bienvenue dans l'émission Les Têtes dans le Cloud, un concentré de news tech fortement influencé par l'écosystème Microsoft et animé par des passionnés. Alors, pour vous donner un petit aperçu de ce qui vous attend, au sommaire de l'émission aujourd'hui, on va parler de Yammer, qui change de prénom. On évoquera aussi la nouvelle vague de la Power Platform, à savoir un lot de nouvelles fonctionnalités et usages. Et enfin, on ira sur le sujet du moment, ChatGPT, qui va emmener Bing direction Sydney. Alors si ce type de contenu est susceptible de vous intéresser, bien évidemment, on vous encourage à liker la page, partager, commenter, partagez-nous tout ce qui vous vient en tête, ça nous encouragera à recommencer l'exercice et à se revoir plus tard. Alors pour ce premier épisode, casting de choix, casting premium, est-ce qu'on peut le dire comme ça? Oui, on peut le dire comme ça, hein, soyons modestes. Messieurs, est-ce que vous voulez vous présenter? On va commencer par Kevin, le deuxième Kevin de la bande, référent Modern Workplace. Et moi, donc Benjamin, référent DataViz chez Expertime. Et donc Romain, moi je suis là pour le low-code et la Power Platform. On a à peu près tous les sujets du moment plutôt bien représentés. Donc, et moi je suis Kevin Vimard, je représenterai notamment tous les sujets Azure aujourd'hui. Pour commencer, attention, premier débat. On va parler de Microsoft Viva. Yammer, mais vous allez voir comment est-ce qu'on arrive à Yammer. Il y a à peu près un an, c'est ça, hein, Microsoft nous annonçait dans sa suite Viva, Kevin, je pense que tu pourras nous dire un peu quelques mots sur la suite Viva, un des modules qu'on appelle Microsoft Viva Engage, qui est là pour créer de l'adhésion, fédérer les utilisateurs internes de l'entreprise, créer de la communication. Et du coup, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vient faire Yammer dans l'écosystème Viva? Grosse question. En fait, c'est vrai que la Viva Suite, si on prend un petit peu de recul, c'est l'initiative de Microsoft pour proposer des services qui vont améliorer l'expérience employée. Et dans l'expérience employée, l'engagement, c'est quelque chose de très important. C'est ce que chaque organisation essaye d'optimiser au sein de son organisation. Et du coup, Viva Engage, en fait, s'est positionné là-dessus pour proposer un meilleur canal de communication entre l'organisation et ses employés, et les employés de l'organisation. La communication top-down et bottom-up. Sauf qu'en parallèle, il y a Yammer qui existe depuis. Si je vais utiliser Microsoft Viva Engage, je vais où? C'est quoi? C'est un portail? C'est pas un portail, c'est directement dans Teams. Tu as une application Viva Engage, voilà, tout à fait. Et sauf qu'en parallèle, il y a Yammer aussi, qui fait un peu la même chose. Et problème, c'est que d'un côté, on a un port d'entrée Viva Engage qui fait de la communication dans Teams, et de l'autre côté, on a toujours Yammer qui existe depuis plus de 10 ans à côté, qui était toujours utilisé. Ça fait quelques temps qu'on l'a. Ça fait quelques temps que voilà. Nous personnellement. Utilisable. Et c'est vrai que Yammer a perdu un peu de sa superbe, on va dire, au fil des années avec de la concurrence, et puis même Teams, le positionnement était un peu inconfortable pour Microsoft. Et donc là, le fait que Viva Engage remplace tout simplement en fait Yammer, au final, c'est quelque chose de logique. Pour moi, c'est un peu une rédemption pour Yammer. C'est la dernière chance de Microsoft pour être cohérent et comment dire, être vraiment très intéressant et pertinent sur le sujet du RSE. Il le remplace ou il l'intègre? Du coup, quel est le move là? C'est le branding de Yammer qui va devenir Viva Engage. Donc, historiquement, c'est la même couche technologique. Au final, Viva Engage, c'était du Yammer, plus ou moins. Mais là, pour que ça soit cohérent, et je suis plutôt d'accord avec Microsoft là-dessus, c'est qu'on oublie Yammer, ça s'appelle Viva Engage, ça sera accessible à la fois sur le portail Office et à la fois sur Teams, et ils vont en profiter pour pousser tout un tas de nouveautés pour être... Ils sont forts, nos amis de chez Microsoft. Comment faire du neuf avec Qui veut sauver le soldat Yammer? On est là. Bah c'est ça, mais je trouve que l'initiative elle est bien, puis c'est une seconde chance on va dire pour Yammer. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Pour moi oui, c'est une bonne nouvelle, ça permet à Microsoft de revenir dans la course dans le sujet des RSE. Meta par exemple est devenu ultra performant sur cet exercice-là avec Workplace. Je crois que ça s'appelle Meta Workplace maintenant. Donc voilà, pour moi le fait de donner une nouvelle marque, d'effacer un peu le passif de Yammer qui voilà parlait plus trop, qui a perdu sa superbe comme j'avais dit au fil des années. Viva qui buzz pas mal en ce moment, Viva Engage, donc c'est assez logique. Plutôt complémentaire par rapport à ce qui était proposé Viva Engage jusque-là. C'est ça, en fait, c'est profiter de ça pour donner un nouvel élan, apporter de nouvelles fonctionnalités et d'être cohérent en fait dans son offre en fait. Surtout avoir un positionnement clair. Parce que Yammer c'est avant Teams globalement, historiquement. Et on le sait, dire aux gens, alors tu ouvres un navigateur pour l'intranet, tu ouvres un autre navigateur pour Yammer, tu ouvres un Teams à côté.
puis peut-être encore un autre navigateur avec un Teams d'un autre réseau. Enfin, ça commence à être compliqué pour un utilisateur classique. Là, on lui dit, tu as Teams pour toute ta collaboration, tes équipes, tes communications, tes réunions, et quand tu veux t'adresser et échanger avec toute l'entreprise, tu cliques sur l'onglet Engage de Teams, tu as tout au même endroit. Donc, globalement, le discours redevient cohérent là-dessus. Ça renforce la stratégie largement de la Teams plateforme, c'est ça. Oui, c'est ça. Et même en DataVis, on le voit. En DataVis, on a l'application Power BI. Moi, j'ai des clients qui ne connaissent pas l'expérience Power BI online. Ouais, ils sont full encapsulés en Teams. Donc, en effet, plateforme unifiée, ça c'est logique. Du coup, des sujets de migration à venir? Non, parce qu'au final, les clients qui sont sur Yammer ça vont change basculer. ça change rien pour eux. Et est-ce que ça veut dire que le client, alors je sais pas si tu as les infos, mais est-ce que le client qui est sur Yammer aujourd'hui basculera sur Microsoft Viva Engage complet? C'est ça, en fait, c'est vraiment un rebranding qu'ils ont annoncé. Et en plus, Viva Engage, aujourd'hui, ça fait déjà partie des licences Office. En fait, tu n'as même pas besoin de souscrire à la Viva Suite pour profiter de Viva Engage. Donc, au final, c'est vraiment un rebranding de Yammer et apporter de la cohérence en fait, dans leur offre de service qui commençait un peu à avoir des doublons, quoi. Yammer, c'était devenu un doublon de Engage ou Engage de Yammer, quoi. Et moi, là où je crois aussi où que ça va marcher, c'est qu'il faut rappeler aussi le contexte du moment. Quand Yammer est sorti, pour être très franc aujourd'hui, le sujet conduite du changement, adoption, accompagnement utilisateur, c'était très loin d'être une notion en entreprise. À l'époque, Yammer, il n'y avait qu'un seul mot qu'on entendait, l'adoption virale. Alors nous, on avait beau les professionnels dire que c'est une légende urbaine, mais Yammer a fréquemment été en adoption virale, ce qui ne marche pas, sauf dans un ou deux cas. Là, aujourd'hui, on sait qu'avec le rebranding, les entreprises qui n'y étaient pas ont l'occasion de s'y mettre, de communiquer correctement, et en plus, la plupart des organisations, même de toutes les tailles, ont des notions de basiques à expérimenter sur le change. Donc en plus, ils vont savoir comment communiquer. Là où il y a une dizaine d'années en arrière, Yammer, voilà, c'était du viral pur et on sait ce que ça donne, quoi. Et ça n'a pas marché. Et puis bon, enfin, faut rappeler, hein, ça vient de l'époque Facebook. On disait, bah tiens, tout le monde a pris l'habitude d'échanger, a besoin d'un mur, c'est notre père, donc on va faire un mur pour l'entreprise et ça va devenir forcément un sujet. Là, aujourd'hui, on a quand même un peu de retour d'expérience sur ce côté commentaire, live. Ça a amené encore une nouvelle vision de l'usage. Et on a aussi beaucoup évolué en entreprise sur le sujet de modération et de contrôle. Un des freins principaux des sujets comme Yammer qu'on a vécu à son déploiement il y a plus de 10 ans, c'est que beaucoup d'entreprises étaient terrorisées et voulaient absolument tout bloquer, tout contrôler, fallait pas communiquer, ou alors ça voulait dire qu'ils étaient persuadés qu'il fallait embaucher un modérateur à temps plein. D'ailleurs, il y a eu une mode, hein, les community managers ont fleuri. Maintenant, il y en a quasiment plus, hein, mais il y a eu quelques années d'effet de mode. Maintenant, il y en a dans les grandes structures, mais parfois les petites structures avaient peur de se dire non, mais je vais pas embaucher un community. T'as quand même plus de mécanismes aussi de modération intégrés. T'as des mécanismes. Après, c'est ce que un peu j'explique aux clients, c'est que en entreprise, bon, à part des cas extrêmes où t'as des personnes qui vont être revendicatives sur ce genre de réseau en entreprise, il y a l'autocensure qui s'applique en fait. Parce que tu postes un message où potentiellement ton PDG, ton directeur peut voir ça, donc il y a une autocensure qui s'applique. Le risque zéro n'existe pas, c'est sûr, mais il y a l'autocensure qui joue. Et ça, c'était une légende à laquelle on ne croyait pas il y a 10 ans. Enfin, nous, on y croyait, les entreprises n'y croyaient pas. Ils disaient non, ils vont tous venir faire n'importe quoi. Sauf qu'on l'a vu pendant 10 ans. Bon, il y a toujours, comme partout, le mauvais mouton, mais globalement, les gens font attention parce qu'ils savent que c'est visible, les gens maintenant des gens ont grandi dans le monde de l'entreprise, on a des gens qui sont nés dans le monde des réseaux, qui savent que les réseaux n'oublient rien, qui savent qu'on retrouve tout. On n'est plus face à... Parce qu'il faut quand même rappeler, quand Yammer est sorti, on avait un taux de digitalisation en entreprise qui n'était pas élevé. On en était encore à donner des formations de bureautique. Donc, quand Yammer est sorti, et on parle de 10 ans en arrière. Le risque existait dans les mails de toute façon. Voilà. Peut-être ce qui n'est pas clair pour ceux qui écoutent, la différence entre Teams et un RSE. Alors volontairement, je mets les pieds dans le plat, hein, mais voilà, on a eu l'impression longtemps que parce qu'il y avait Teams, Yammer, où les RSE étaient remplacés, c'était la nouvelle Digital Workplace. Là, de ce qu'on nous dit, finalement, c'est complémentaire. Il continue à y avoir un usage dédié à la RSE. Comment tu positionnes les deux ? En fait, je dirais que un des différenciants, ça pourrait être aussi la volumétrie en termes d'utilisateurs. Parce que c'est vrai que Teams, même si ça permet en fait de proposer des canaux de communication,
avant tout pensé pour du travail collaboratif, tu vois, pour être efficace en collaboration sur des documents, etc. Là où Yammer, c'est purement de la communication un peu plus décomplexée, moins liée en fait à un... Et dans ton canal tu vois. Teams, tu as forcément l'entreposage de fichiers, C'est ça. tu vas pouvoir mettre C'est ça. des applications, Et là- des choses à côté. Là où en fait la frontière commence à être un peu grise, c'est pour des entreprises qui sont pas très grandes, pour qui peut-être une équipe Teams en fait pour animer équipe Teams une grosse suffira. équipe Teams suffira, c'est pour 200, 300 personnes. Ou gérer un Yammer en plus, en fait, c'est une gouvernance supplémentaire et du coup, c'est des efforts supplémentaires. Et c'est là où en fait la zone elle est un peu grise et on peut pas trancher de manière nette. Il y a Engage pour ça et Teams pour ça, parce que Teams en fait peut. Et c'est un peu ça on va dire la beauté et la difficulté de la suite Microsoft 365, c'est qu'en fait, tu as des zones grises et en fonction du contexte de ton client, tu vas plutôt pousser ce scénario-là, parce qu'à la fin, au bout du compte, ce qui va compter, c'est l'expérience utilisateur. Donc, toi, l'expérience utilisateur la plus cohérente que tu veux. Là, tu vois, je suis pas d'accord sur cette zone grise. C'est plutôt pour le client, c'est gris parce qu'il voit deux produits qui proposent un flux, qui proposent du stockage du document, qui proposent de la conversation et qui proposent de la recherche. Il faut, avant de faire du low-code, je m'occupe aussi de Modern Workplace. Ce qu'il faut bien être clair avec le client, c'est que oui, si on prend juste des bullet points et des cases à cocher dans un tableau Excel, on dit que c'est les deux mêmes produits. Mais pas du tout dans les faits. Un Teams, on est sur du conversationnel et de l'échange avec un support, une GED. On a une gestion électronique de documents complet derrière et poussé. Un Yammer et de certaines entreprises avant Teams ont tordu Yammer pour utiliser des groupes. Mais attention, un Yammer, les documents, il y en a quelques-uns d'épinglés, ça se passe bien. On commence à mettre tout un projet dans un groupe Yammer. Très compliqué de retrouver quoi que ce soit. Les conversations, attention, c'est du commentaire suite à une information. C'est pas de la conversation. Ce qui est un peu toute la difficulté qui poussent autant chacun de leurs produits, qui ont du mal des fois à avoir montré une matrice un peu claire, de décision de quel est le périmètre de l'un, de l'autre, pour éviter justement de tuer l'un ou l'autre. Et c'est bien ce qu'on doit essayer de présenter aujourd'hui, ça multiplie les choix. Moi, justement, je trouve que la différence est très claire. Un Teams, on est sur un outil de productivité et de collaboration. Un Yammer, on est sur un outil de communication. Et donc, à partir de là, une fois qu'on fait comprendre cette différence, tout va bien. Je vois le timer, Romain. Oui, tout à fait. Si je résume, petit vote à main levée, intégration de Yammer dans Microsoft Viva Engage. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle? Qui est pour? Neutre, de bonnes nouvelles? À mon échelle, demande à voir. Voilà, demande à voir. J'ai des entreprises que je utilise beaucoup, mais c'est quand même le plus qui l'emporte. Donc on rajoute un peu de Power BI dedans pour que tu sois content. Et on aura peut-être le retour de Benjamin à l'issue de quelques mois d'utilisation. Pour l'anecdote, c'est le premier service Office 365 que j'ai rencontré, donc je croise fort les doigts pour que ça. Seconde nouvelle qu'on voulait vous partager, alors qui est un peu moins fraîche, enfin qui date de fin janvier, globalement, c'est l'annonce de la roadmap des features de la Power Platform. Donc 2 fois par an, si je ne me trompe pas, Microsoft sort ce qui s'appelle la Release Wave. Donc on a une et 2 qui vont annoncer sur l'année à venir un planning de déploiement des fonctionnalités de la Power Platform. Moins les surprises qui sortent aux grandes conférences. C'est ça, il y a les grosses annonces qu'on va éviter, sur lesquelles on ne va pas faire de teasing, mais globalement, on a quand même un plan de production qui est présenté, qui est assez intéressant parce que ça nous permet, nous, en tant qu'acteurs et vous, en tant qu'utilisateurs, de savoir qu'est-ce qui arrive demain, c'est quoi la philosophie de la technologie, vers où l'éditeur veut nous emmener. Et du coup, on est souvent assez content de voir un peu ce qui arrive. Donc, de mémoire, il y a un portail en ligne de Microsoft qui... Ouais, c'est sur experience.dynamics.com/release plan. Il y a tout dedans pour tout est expliqué, fonctionnalité. Power Platform blog aussi, qui est en version moins carré que le site que tu présentes, c'est vraiment le release plan. Et sinon, on tape Power Platform blog dans son moteur de recherche préféré et on a l'agrégation de toutes les news. Donc, tu as le lien qui t'envoie. Il y a un book PDF qui résume tout. Y a tout. Alors, il y a souvent beaucoup de choses, surtout que sur la Power Platform, on sait c'est un écosystème aujourd'hui d'outils qui est proposé par l'éditeur. Donc, ce que je voulais peut-être, Benjamin, Romain, c'est un peu vos coups de cœur sur les news. On va pas toutes les faire, mais qu'est-ce qui a attiré ton œil globalement? Qu'est-ce que tu voudrais partager? Ouais, déjà, moi, ce que j'aime bien redire, c'est quand même, rappelez-vous quand même de l'époque où on se battait pour avoir la roadmap. Moi, je me rappelle de certaines fois où j'étais en mode, mais il faut que je donne un peu de visu. Là, moi, j'ai quand même une visibilité théorique jusqu'à septembre, là, avec les releases. Par mois, on sait ce qui va sortir. On a, c'est mars, avril, mai, septembre.
En gros, côté Power BI, peut-être Power Platform, c'est un peu plus détaillé. Moi, ce que je vois quand même trois choses se dégager. Alors, premièrement, on est quand même de plus en plus. Power BI a beaucoup évolué. Power BI commence à être un outil qui est vraiment utilisé. Nous passons d'un besoin de nouvelles fonctionnalités dans l'outil à de nouveaux moyens de pouvoir gouverner cet outil. Donc vraiment, toutes les release plans qui vont sortir sont beaucoup plus axés, je trouve, par rapport à avant, sur tout ce qui est gouvernance, administration de la plateforme. Donc par exemple, quelque chose qui manque par défaut, c'est de se dire, quel est l'inventaire de mes rapports? Quel est l'inventaire de ce qui est publié sur mon tenant de Power BI? Ça, par défaut, on a l'API Power BI qui nous permet de le faire, qui permet d'aller récupérer les infos, mais on n'a rien de packagé. Théoriquement, ça arrive. Donc nous, ça nous plaît bien parce que quand même, c'est un vrai besoin côté gouvernance, car on voit que beaucoup d'entreprises ont un peu perdu la main sur tout ce qui est déployé chez eux en termes de Power BI. Donc tout ce côté administration, gouvernance, il y a vraiment presque une dizaine de features qui vont sortir pour faciliter tout ça. Et ça va être très pratique pour tous les admins côté Power BI. Ce qui est un des gros enjeux du moment. On dit, je veux faire de la self BI, libérer le reporting dans l'entreprise. Par contre, à un moment, on a plein de clients qui reviennent en panique, qui disent, wow, j'ai tout perdu, j'ai plus la main, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur. Non, et ce qui est logique, j'ai un peu peur que mes données, certaines de mes données que je ne veux pas qu'ils soient publiées ou partagées à certaines autres personnes d'entreprise, le soient. Donc forcément, j'ai besoin d'administrer tout ça. Et en fait, à l'heure actuelle, on peut. Et c'est quand même demande beaucoup de travail. Donc là, plus de fonctionnalités d'admin, gouvernance. Beaucoup plus de fonctionnalités d'admin. Plus d'automatisation dans la gouvernance. Que la Power BI, c'est pas un produit jeune. Il y a des solutions de gouvernance, mais qui demandaient un peu de travail. Voilà. Etc. Ça, on voit l'arrivée de PureView un petit peu là aussi. Il y a 2-3 fonctionnalités PureView qui arrivent. Donc forcément, pour un peu aider aussi, je pense, parce qu'il y a toute une notion PureView, donc il faudra parler plus tard, qui est un outil pour moi, il va falloir vraiment surveiller quand même, pour le coup. On peut faire qui permet d'avoir des beaux sujets de sécurité, de compliance, de classification de données, etc. On fera peut-être une thématique bien sûr. Donc ça, côté Power BI administration. Un autre truc qu'on voit aussi quand même une vraie vague qu'on voit de plus en plus, Power Automate, Power Apps, à ces versions full online. Power BI, à l'heure actuelle, ne l'a pas. Je ne peux pas faire tout ce que je fais sur Power BI Desktop dans Power BI Online, à l'instant T où je vous parle. Le succès de Power BI, il vient aussi de là. C'est qu'à l'époque, quand Microsoft le sort, ils sortent l'outil de développement desktop qui est gratuit, que chacun peut installer chez soi. Et puis au moment de publier, partager, on dit il faut des licences. Exactement. Donc au début, c'était gratuit. Au début, c'était gratuit, exactement. Mais par contre, dès que je voulais utiliser le principe collaboratif de l'outil, ce pourquoi on veut l'utiliser, je devais avoir des licences. Donc un des points bloquants, c'est que du coup, c'est dur à gérer pour des DSI, d'avoir des versions desktop qui sont mises à jour mensuellement. Mensuellement, sauf il y a 2 mois dans l'année, je crois, où il n'y a pas de release. Mais oui, sinon sur les postes. Donc, il faut un SCCM qui tous les mois, potentiellement. tenir à jour, etc. Quand les concurrents sont parfois aujourd'hui en version full online. Donc là, on avance de plus en plus. Exemple type qui a été annoncé, tout ce qui est reporting paginé. Alors, c'est pas le reporting le plus utilisé à l'heure actuelle dans Power BI, mais il y a une demande anciennement qu'on utilisait avec SSRS, des choses comme ça. Il y a une demande et il a été annoncé qu'elle serait entièrement faisable en online. Alors, moi je veux aussi que tout le Power BI soit faisable en online. On y approche de plus. On a tout ce qui est Data Mart qui est sorti, qui permet de faire tout ce qui est Power Query, modèle de données et reporting visuel à l'intérieur. Il nous manque encore cette fonctionnalité et c'est en preview, mais dans le bon bout. Après, c'est normal. Power BI, c'est le grand-père des Power quelque chose. C'est-à-dire au sens où là où un Power Apps, Power Automate a vraiment démarré, plus Power Apps a démarré full online, donc c'était facile d'être full online. Power BI, moi je me souviens des modules Excel il y a 10-12 ans. Power Query, on part pas du même héritage. Oui, voilà, c'est ça. Power BI, c'est l'évolution de produits desktop qui ont eu leur version web, là où le reste de la Power Platform le chemin est plus long. Et voilà, a été des globalement, reboots, si je retiens un côté Power BI, 2 tendances, plus de gouvernance et d'adoption proposées nativement, ça a été un des grands manques, et moins pas de plus petit à petit vers le full online. Et on a une dernière partie, mais qui va concerner beaucoup plus le premium, parce que là je vous parlais de toute fonctionnalité pro, c'est-à-dire que pour tout le monde. Là on a plus des fonctionnalités premium qui vont être ce qui est la migration automatisée des Azure Analytics Services to Power BI. On sait très bien que Power BI Premium a comme optique demain de remplacer Azure Analytics Services. On sait très bien, c'est pas dit, mais on le voit venir. On le voit venir. Et on voit que les fonctionnalités
font avec, en fait, c'est surtout ça. C'est-à-dire qu'avant, on avait du mal à l'imaginer. Là, on peut commencer à l'imaginer. J'ai des clients qui vont travailler avec des data mart ou des jeux de données organisationnels pour partager à des utilisateurs finaux pour créer du rapport. Donc, on est vraiment dans une optique qui commence à fonctionner, commence à exister. Cependant, on a beaucoup d'héritage potentiellement côté Azure Analysis Services. Et il fallait refaire. C'est comme, on a longtemps comparé Yammer et Teams, on a longtemps comparé forcément l'Azure Analysis Services, donc la partie modélisation côté Azure versus Power BI. À un moment, on a annoncé que les capacités, la capacité d'héberger les grands modèles, etc., commençaient à être quasiment la même, etc. Par contre, côté client, on se pose encore la question qui était de dire, bah voilà, est-ce que je pars, est-ce que je mets l'analysis services, est-ce que je mets tout mon modèle de données côté Power BI? Aujourd'hui, il y a une tendance qui laisse penser que on te permet de migrer l'un vers l'autre et pas l'inverse. Non, en effet. Et c'est quand même censé être en GA en avril. Oui, donc, automatisation de Analysis Services. Il avait annoncé il y a 2 ans, je crois, ou 1 an et demi, et là, ça devient officiel. Là, on a GA, c'est dans la wave 1 de la release. Moi, voilà, on a plein d'autres trucs. Voilà, il y en a plein d'autres trucs, mais c'est trop gros. Et peut-être petit à petit la disparition de l'analysis services. On ne sait pas, mais on pas envie forcément, mais je pense que ça pourrait être intéressant sur le côté. En fait, c'est 2 types de métiers. C'est-à-dire, faire de l'analysis services, tu ne connais peut-être pas Power BI. Faire du Power BI, tu ne connais peut-être pas faire analysis. Peut-être qu'on va avoir un profil un peu hybride qui sera peut-être un peu moins technique côté Analysis Services, mais un peu plus côté Power BI et pourra faire un peu des deux. Côté Power Platform, du coup, oui, tes coups de cœur. On fait la transition. Alors, côté Power Platform, Power BI, il fait partie de la. Oui, bien sûr. C'est ça, mais justement, de faire la transition, Power BI, en effet, est sur sa vague d'automatisation. Tout comme la Power Platform qui, elle, a eu ses outils de gouvernance plus ou moins rapidement. Ouais. Donc là, les derniers morceaux, mais des morceaux arrivent, d'autres morceaux se complètent. Bon, je maternalise pas trop là-dessus parce que c'est pas les grosses annonces de début d'année, on est plutôt sur les annonces de fin d'année. Mais on voit globalement que la sortie Microsoft est assez en phase avec les besoins, ce que nous annoncent les Gartner, les Forrester, c'est-à-dire on va avoir plus de pouvoir pour le business. Aujourd'hui, le low-code, c'est très sympa, c'est là pour faciliter la mise en place de projets par différents types de populations, du potential maker, ce qu'on appelle vraiment le débutant, au citizen dev et les pro dev, mais le step pour aller plus loin, c'est d'avoir encore plus de packaging business, de plus de composants préfaits où les entreprises peuvent aussi les faire. Et donc là, on est dans des centaines et des centaines de connecteurs, et encore ce matin, il y en a qui sont sortis. L'autre axe qui pouvait être un reproche, c'était la visuelle. Power Apps, c'était au début un Power Platform, Power Apps, PowerPoint amélioré. Donc là, on a Fluent UI qui a des grosses nouveautés, c'est le pack de composants plus joli. On a plus de facilité pour faire du responsive design. Il faut être honnête, jusqu'à il y a pas longtemps, le responsive design, à part les IT Pro... Qui a longtemps été un des grands reproches. On disait, si tu veux une application facile à faire et moche, tu prends du low-code. Mais pourquoi globalement, pourquoi est-ce qu'on ne proposerait pas? Et si tu voulais du joli et du responsive, il fallait un IT Pro. Donc ces 2 axes-là arrivent et avancent bien. Donc voilà, on a un 3e point qui n'est pas des moindres et qui, moi, me plaît beaucoup, et qui est passé un petit peu discret juste avant la release, c'est ce qui concerne ce que Microsoft appelle les frontline ou first line workers, donc ce qu'on appelle les gens sur les terrains, les entrepôts, les chantiers. Ils n'ont souvent pas accès à du réseau ou en tout cas à des moyens IT, voilà, PC le pas de réseau a été traité très vite avec le mode déconnecté. Par contre, c'est souvent ce qu'on cite en tout cas. Voilà, la réalité du terrain, c'est qu'il n'y a pas un device par personne. Il n'y a pas un terminal par personne, ou même s'ils en ont, dans certaines situations, enfin les devices de chantier, c'est pas un Samsung S23 quoi. Ouais. Donc globalement, on est plusieurs sur le même terminal avec des grosses moufles. Et enfin, j'exagère, mais quand il fait moins 10, les moufles on les a quand même. Et du coup, l'idée c'est qu'ils vont faciliter à la fois les UI pour quand on est en mode pas dans un bureau avec un petit doigt. Le mobile doit le permettre. Voilà, et donc l'accessibilité et d'autres points dessus. Et l'autre point surtout, simplifier le fait d'être plusieurs utilisateurs différents sur le même terminal dans la même apps. Donc des possibilités de switch d'utilisateurs, parce qu'aujourd'hui beaucoup d'entreprises font du compte de service unique, ce qui, je rappelle, en vrai est très borderline. Il y a suivant comment on le prend, c'est entre l'interdit et le toléré. On va pas rentrer dans les détails légaux aujourd'hui, mais normalement il faut pas. C'est un compte, une personne. Et aujourd'hui c'est compliqué. Donc il y a ça, et le dernier point qui va nous faire la transition, je pense, sur un des gros sujets du jour, c'est ChatGPT dans la Power Platform. Qui est sous 2 axes. Un, le Natural Language, qui est une base d'IA pour je parle
j'écris et j'obtiens un Power Automate ou un Power Apps. Et le deuxième, qui est plus récent, c'est j'explique à ChatGPT mon besoin et il me fabrique mon Power Automate dans mon environnement professionnel. Alors, on va fermer le débat sur ChatGPT maintenant, parce qu'en effet, on aura le temps d'y revenir. Donc, ce que je retiens, c'est la partie Fluent, du coup, l'optimisation de l'accessibilité et toute la partie First Line Worker, une optimisation spécialement pensée pour les personnes sur le terrain. Et le gros axe, simplifier le travail pour les citizen dev et le business. Exactement. Avec des connecteurs, soit officiels Microsoft, soit faits par l'entreprise. Donc avoir un business low-code, passer du low-code, un des axes des 3 prochaines années qui doit démarrer cette année, suivant les Gartner, c'est passer du low-code au business low-code. Donc, petit vote à main levée. Nouvelle vague ou déjà vu? Non. Alors c'est nouvelle vague pour nouveaux besoins. Et évolution, la continuité. Ouais, clairement une continuité. Je confirme, c'est proposition. C'est du très lourd. C'est du très lourd. Je voulais faire une petite news bonus parce que je crois que Kevin, tu voulais nous partager quelque chose que tu avais vu? Ouais, un petit coup de cœur. Pareil, c'est pas de février, ça date de janvier, mais je pense que ceux qui écoutent savent, Apple a entamé sa transition. Il y a un peu plus de 2 ans maintenant, ils ont abandonné la partie CPU Intel et même la partie GPU AMD sur leur ordinateur vers des puces maison, qui est basée sur l'architecture ARM. Et donc là, ils ont annoncé en janvier des puces M2 Pro et M2 Max. Donc pourquoi c'est intéressant? Parce que ça montre que quand on est dans une situation de monopole en fait sur un marché, comme Intel l'a été pendant des années sur la partie CPU, le fait qu'il y ait des nouveaux challengers qui arrivent, AMD sur les 3-4 dernières années, Apple sur les 2 dernières années, ça donne des idées à d'autres. Par exemple, Microsoft suite aux annonces d'Apple ont annoncé Windows ARM, ils ont accéléré là-dessus. Donc Qualcomm se positionne dessus comme partenaire historique de Microsoft sur la partie mobile. Et en fait, Intel, ils sont un peu en sueur. Donc même si en termes de part de marché, ils sont largement dominants. Le clin d'œil que tu veux nous faire, c'est pas parce qu'on est tranquillement installé dans son fauteuil que du jour au lendemain, tout ne peut pas changer. Rien n'est irremplaçable et on a vu ça sur plein d'histoires. BlackBerry qui a disparu, Motorola, Nokia. C'est une très bonne intro. On va du coup aller sur le gros sujet du moment. Et alors, si déjà ces 3 premières news vous ont plu, je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner. On a besoin de vos retours, on a besoin de savoir vers où aller ensemble. En tout cas, j'espère que on vous a pas bassiné avec nos petits débats d'experts. Sachez qu'on a les mêmes tous les jours autour de la machine à café. Que là, on a juste formalisé le fait de le faire ensemble dans une salle. mais c'est aussi ça le plaisir. Donc le gros sujet du moment, on a dit ChatGPT. Alors ChatGPT, j'espère que le nom vous parle. S'il ne vous parle pas, toujours temps de le rattraper. Globalement, je vous la refais en rapide, mais depuis novembre, on parle beaucoup de ce modèle de machine learning qui est proposé par OpenAI, une entreprise américaine, où on parle d'un modèle de machine learning qui permet de faire de la génération de langage. Donc, globalement, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous est proposé? C'est un portail, un chatbot, avec lequel on va pouvoir interagir et dont la force est vraiment de pouvoir notamment construire des réponses comme un humain le ferait, donc quelque chose de beaucoup moins robotisé que ce qu'on avait avant avec les chatbots. Donc un effet waouh très important, notamment parce qu'il a été rendu grand public en novembre. C'est un type de techno dont on entendait parler, donc le fameux moteur qui est derrière s'appelle GPT-3, on entendait parler depuis 1 an et demi, 2 ans, en test privé côté professionnel. Par contre, rien ne laissait penser qu'il y aurait une ouverture grand public du jour au lendemain. Du coup, a été, tout le monde en a parlé, tout le monde a mis son grain de sel, tout le monde a testé, démonté l'outil, essayé de voir, amener dans ses travers, voir ce qu'il y avait derrière. Très intéressant comme retour d'expérience pour Microsoft. Alors pourquoi pour Microsoft? Quel est le lien entre OpenAI et ChatGPT? C'est que très tôt, Microsoft a investi dans l'outil, a mis 1 milliard sur le premier tour, 10 milliards ont été annoncés sur le second tour. L'infrastructure d'OpenAI a été portée dans Azure. Donc globalement, Microsoft est en train de faire un des meilleurs retours d'expérience d'un modèle de machine learning utilisé mondialement à l'échelle, donc est en train vraiment de se forger une expertise assez forte et d'avoir beaucoup de retours d'expérience. C'est comme si on lançait globalement un POC, mais testé par tout le monde, donc avec tous les retours possibles et inimaginables. Sacré POC, mais du coup, grosse accélération d'un point de vue usage. Et maintenant, comment on en arrive à Bing? Alors Bing, c'est un peu le retour du Jedi, présentons-les comme ça. Bing renaît de ses cendres. Pourquoi? Parce que la stratégie produit de Microsoft est de pouvoir proposer, tu en as parlé Romain juste avant,
un peu d'intelligence dans chacun de ces briques logicielles, en incluant soit GPT-3, qui va nous aider par exemple dans Power BI à pouvoir écrire du langage DAX, ou en incluant directement le moteur conversationnel ChatGPT sous son format chat et conversation. Et du coup, il y a ça maintenant 2 semaines, je crois, grosse annonce, Bing nouvelle version, inclus dans la partie droite, une petite fenêtre conversationnelle avec ChatGPT qui va nous permettre du coup d'interagir dans la manière dont on fait nos requêtes. Donc la grande question, et je sais que Kevin, tu as eu accès, alors il y a quelques scénarios qui sont proposés grand public, et après la version étant privée, tu as eu accès à la privée, donc ça va m'intéresser, puisse m'en dire un peu plus qu'est-ce qu'il y a derrière. Du coup, la grosse question que j'ai, c'est est-ce qu'on va vivre une révolution du search, globalement, de la manière dont on fait des recherches sur le web, grâce à l'IA? Est-ce qu'on vit déjà pas ouais. Même sans cette version privée, est-ce qu'on n'a pas déjà commencé à le vivre? Alors, de mon point de vue, non, parce que l'expérience conversationnelle, telle qu'on l'avait sur le portail ChatGPT, avait pour but d'amener de la conversation, pas forcément des requêtes. J'ai réparé mon four hier soir avec ChatGPT, pour info. Alors voilà, non mais c'est ça, c'est que ça dépend, il y avait 2 usages. Ça pouvait être le côté je veux voir jusqu'où il va, est-ce qu'il a une pensée, les sujets éthiques de est-ce que l'IA a une pensée ou pas. Et le deuxième point, c'était certains commençaient à voir la précision des requêtes, etc. Était limité jusque-là parce qu'on avait un entraînement qui était dit, voilà, qui s'arrêtait sur des données jusqu'à 2021 et qui n'était pas ouvert sur le web. Ce qui change avec Bing. Je sais pas si tu veux nous faire un petit résumé. Pour avoir testé, c'est vrai que quand j'ai suivi les annonces d'investissement de Microsoft, je me suis dit bon, ça va pas tarder quand ça va tomber sur Bing. Et donc j'ai joué le jeu, tu vois, j'ai installé Bing comme navigateur, enfin comme moteur de recherche par défaut. Donc je faisais mes requêtes et franchement, je trouve c'est vraiment un changement d'approche et de paradigme sur la partie recherche. C'est plus interactif et rien que le fait en fait d'avoir un copilote, c'est comme ça qu'il l'appelle, un copilote de recherche pour tes requêtes, c'est ultra impressionnant. C'est ultra impressionnant parce que déjà... C'est ça, hein. Donc il a été présenté comme un copilote. C'est ça. En fait, tu as 2 approches. Ça ne devient pas l'entrée unique de la recherche sur Bing. En fait, tu as 3 approches. Tu as déjà l'annonce de Bing avec la fusion avec ChatGPT, si tu veux. Ils en ont profité pour déjà revoir tout le modèle de requête de Bing. Donc déjà, le moteur de recherche en tant que tel, ils l'ont mis à jour, vraiment de fond. Ensuite, il y a la partie ChatGPT qui est intégrée sur tes résultats de recherche sur la droite, où il te fait une extraction très rapide en te proposant des suggestions en mode tu cherches une recette de gâteau, il va te dire bah tiens, fais ça, ça, ça et t'as ta recette. Dans les exemples qui sont montrés, j'ai besoin d'une recette de gâteau pour 6 personnes à base de chocolat ou je sais pas quoi. Je propose une recette. Exactement. Ou plusieurs d'ailleurs. Il crée la recette. Je l'ai testé, il crée la recette lui-même parce qu'il se considère comme un cuisinier. Il ne va pas chercher des recettes, il donne les ingrédients, il te crée une recette en disant j'ai appris, je suis. Et tu as la 3e requête, et c'est celle que j'ai beaucoup testée la dernière semaine vu que j'ai eu l'accès. C'est en plus dans le moteur de recherche où tu as tout, image, actualité, tu as une nouvelle facette qui s'appelle chat. Et là-dedans, quand tu chattes avec lui, entre guillemets, donc tu fais des requêtes, donc en fait tu y vas dans une quête, en quête de recherche d'informations. Du coup, c'est une conversation qui est interactive sur ton contexte de recherche. J'ai fait quelques tests avec un collègue, on cherchait la différence entre Azure, une brique Azure et WASP 10. C'est ça. Et en fait, il commence à me donner les résultats et tu peux continuer la conversation en mode d'accord, mais dans ce cas-là, mon cas d'usage c'est celui-ci, tu me conseilles quelle approche plutôt. Et donc ça, pour moi, toute la partie redondante dans la recherche où tu sais pas trop rechercher, en fait, il te pointe sur la bonne direction, il te donne des pistes, il te met sur les rails, quoi. Il te met sur les rails tout en citant ses sources. C'est ça qui est important. Il y a quand même une différence majeure avec le portail qu'on expérimentait sur OpenAI là depuis novembre. Toutes les sources sont citées. Il y a des petits numéros qui apparaissent, qui sont surlignés. C'est comme un article en fait qui est rédigé. C'est vrai que dans le chat GPT, là où tu avais une réponse qui te paraissait juste, mais tu savais pas trop d'où est-ce qu'il sortait le truc, à part le fait que ça datait de 2021. Pour argent comptant un petit peu. Les tests montrent que c'est pas toujours exact, qu'il y a encore besoin d'entraînement et que le modèle sera corrigé certainement dans le temps, mais il y avait des choses inexactes. Tout est sourcé. Remonter, vérifier si. Et il te montre même en fait son raisonnement où tu prends ta requête, il te dit qu'est-ce qu'il recherche, il te donne le résultat de sa réponse, il te cite chacune par bloc de phrases. Par exemple, si la première phrase est issue de telle source, il te la cite.
et tu peux toi-même aller vérifier la source derrière. Et tu peux lui demander de creuser un peu plus cette source-ci ou cette source-là, et lui, il va creuser encore et encore et encore. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça répond à un des premiers. Il y avait un gros sujet qui était le sujet de la transparence depuis novembre. On disait, le problème, ChatGPT, on ne sait pas sur quoi il a été entraîné, quelles sont ses sources. Là, Microsoft y répond vraiment, du coup. On reste quand même dans un aspect beaucoup plus requête, mise en avant de sites, du coup, par les sources. Le but, c'est de faire la promotion. Ouais, mais il fait la synthèse. En fait, ça, c'est un point. Moi, j'ai plein de critiques à faire, mais dans les points positifs. Pour changer. Non, sur ce sujet-là, tu sais que j'ai un point de vue très critique. Mais c'est vrai que ce qui est c'est vraiment intéressant. Et quand tu fais une recherche web, en vrai, ce qu'on devrait tous faire, ce qu'on fait pas tous, mais c'est lire plusieurs sites. Généralement, la première page de recherche, si on est sur les 3-5 premiers liens en dehors des sponsorisés, on regarde et on se fait notre avis sur les premiers. Ce que fait ChatGPT, c'est qu'il prend les premiers résultats les plus probables, il en fait une synthèse. Donc ça, c'est intéressant. Mais je vais te laisser continuer sur les points positifs parce que moi il y a des points qui me dérangent en fait. On en discutera. Après, ce qui est intéressant aussi par rapport à la version de ChatGPT auquel on a été exposé en novembre, c'est comme ça va chercher tout le contenu dans le web, il peut faire des recherches sur des personnes. Là où ChatGPT, j'avais essayé, tu connais Kevin Anandou, il me disait écoute, j'ai pas le droit d'aller citer des personnes. À la rigueur, c'est pas surprenant. C'est pas sûr. Je sais pas. En tout cas, j'ai été vexé un petit peu. Et là, j'ai été content. Mon ego a été un peu été soigné. Et là, en fait, il est parti crawler de LinkedIn, des différents articles rédigés. Donc pareil, c'est pas monosource. Et quand il fait la réponse sur est-ce qu'il te connaît, il va prendre tout ce qui est disponible un petit peu pour faire un bon résumé. Assez intéressant. D'ailleurs, la manière dont il présente les projets sur lesquels tu as bossé, des choses comme ça. Le contenu est intéressant. Alors, c'est là où moi j'ai le premier point qui est drôle pour le piéger, c'est qu'il a fait la même recherche sur moi. Donc, il a fait des choses intéressantes. C'est-à-dire qu'il s'est pas basé juste sur un CV LinkedIn. C'est ça. Il a parlé, parce que bon. Il a peut-être pris les articles. Non, alors il a même été pioché dans des agendas de centres de conférences, parce que je donne beaucoup de conférences. Donc, il en a profité pour prendre dans les agendas de conférences avec les participants, les invités, pour parler de ces choses-là très intéressantes. Par contre, il s'est permis de déduire ma fonction dans l'entreprise en fonction des interventions publiques que je fais. Et alors, ce qui est raté, oui et non, moi ça me fait plaisir, il y a mon entretien annuel bientôt, c'est qu'il a décidé que j'étais le directeur de la stratégie d'Expert Time en fonction des interventions publiques. J'ai dit, le papier, comme dit Léo Dagan dans Kaamelott, le papier vous me le donnez, je le garde, voilà. Et je vais aller voir mon chef et je lui dire, au fait, il y a un petit truc à faire. Ça montre encore le côté inexact. Voilà. Et approximatif de la réponse. Non, mais c'est intéressant en effet, c'est que malgré la qualité de la réponse sur plein d'aspects, il y a toujours l'inexactitude, j'ai envie de dire. Et après, ça veut dire que le modèle n'est qu'au début. On le dit, c'est comme un gros bébé qui est en train d'apprendre encore aujourd'hui. Les retours sont monstrueux derrière. Alors moi, j'ai un gros sujet aussi, qui n'est pas critique, qui est plutôt interrogatif, c'est que ça déstabilise pas mal le monde du search aujourd'hui, parce qu'on le sait, le fonctionnement de Google et de son algorithme beaucoup basé sur la partie Search Engine Optimization, donc SEO, la partie je paye du mot sur AdWords pour être dans les premiers qui remontent. Et il y a le référencement dit naturel, mais on sait que forcément, tout un business model est monté sur cette première partie. Tu oublies un point important que ChatGPT va retirer. C'est toute la partie payante que tu parles, mais il y a le temps de présence sur une page et le taux de quitter une page ou un site, les taux de rebond. Et si c'est un ChatGPT va enlever toutes ces statistiques de présence et de rebond et va retirer du trafic à des sites web quand ils en ont besoin. Exactement, ça va déstabiliser pas mal le monde du marketing, des annonceurs. Du coup, est-ce qu'un modèle payant sera proposé en fonction des requêtes qu'il te remonte quand même? Comme c'est plus light, plus précis, on remonte moins de sites aussi. Donc là où Google te dit, tiens, voici tes 25 pages. Il y aura toujours ça sur Bing, c'est toujours disponible. Mais si ta réponse, tu l'as dans le petit encart, en un paragraphe, tu n'iras pas plus loin. Donc finalement, les autres résultats ne seront pas affichés plus que ça. Donc c'est là où, alors sans être expert du marketing SEO, ce qui se dit, c'est que Google est assez inquiet, que ça vient concurrencer son business model. Même au-delà des entreprises. Parce que tu parlais de la recette de cuisine. Moi, avant de faire du service Microsoft, j'ai passé plusieurs années chez auféminin.com et Marmiton. Donc les sites de cuisine et de recettes, ça me parle. Et clairement, eux, le but, c'est que tu ailles sur leur site, tu consultes des recettes, et ils ont même depuis plus de 10 ans
des modules de voilà ce que j'ai dans le frigo, donne-moi une recette. Et là, du coup, on dit, ChatGPT, il fait que j'ai plus besoin d'aller sur des sites de cuisine et il me donne ma recette. Alors, moi, utilisateur final, je vois pas la différence. Maintenant, ça veut dire qu'il va y avoir, comme tu dis, un modèle économique à repenser. Si ChatGPT me donne une réponse qui vient d'un site en particulier et que je suis satisfait de la réponse, ça veut dire qu'il faut donc valoriser la visite de la page. Parce qu'aujourd'hui, sur ces fameux sites de cuisine, je me bats pour ne pas accepter les cookies et ce modèle qui dit soit tu payes, soit en gros on a besoin d'être financé, etc. Soit tu acceptes les cookies. Aujourd'hui, si ChatGPT te sort la même recette globalement sans passer par cette page-là, je sais que certains l'utiliseront plus. Oui, bon. Après, je le vois de différentes manières. J'avais fait un autre exemple, par exemple, moi je suis passionné de photos et je lui avais demandé est-ce que tu peux me donner des conseils pour donner un look cinématographique à mes photos? Donc il m'a fait tout un tuto ultra précis, détaillé, pertinent. Et il m'a proposé derrière une suggestion, est-ce que tu veux voir un exemple? C'est très bien. Et en fait, il m'a proposé une source d'un site web, et je suis persuadé que ce site web-là, jamais je l'aurais retrouvé sans lui. Ouais. Donc il y a déjà ce côté-là. Donc on va gagner du temps, on va éviter le côté je erre pendant des heures parce que je sais pas trop ce que je cherche. De l'exposition à certains publicateurs, certains sites qui n'auraient pas l'argent. Il y a déjà ça. L'autre chose aussi que je vois, c'est que Google, il y a quelques années, avait annoncé certains types de widgets. Donc, typiquement, la météo, quand tu fais une recherche, tu as le widget météo, tu vas pas sur les sites de Météo France. Pareil pour les voyages, où tu as le comparateur de voyages sous forme de widget. Donc, il y a eu déjà à l'époque pas mal de scandales parce que les annonceurs disaient attendez-nous, ça nous réduit jusqu'à 40% les trafics parce que les personnes ne vont plus sur notre site. Là où j'ai regardé une interview de Satya Nadella récemment, qui donnait une interview de Verge, qui disait le business du moteur de recherche en fait pèse énormément, c'est un des business les plus lucratifs sur le monde. Et il dit en fait, Microsoft ne s'interdit pas le fait de rechallenger ce modèle économique et de faire en sorte de redistribuer l'argent, le manque à gagner entre guillemets. Ils sont la bonne position parce que même si ça leur rapporte chaque année beaucoup aussi côté Microsoft avec les c'est 1, tant que ça, ils ont 3%, c'est 1 milliard, ça représente leur chiffre d'affaires. Donc ils sont ce qui est quand même chiffre important. Mais du coup ils sont challenger, donc ils n'ont rien à perdre. Alors que Google a tout à perdre. Exactement. Moi j'aimerais bien, vu qu'on approche de la fin de l'émission, quand même de parler un peu de critique, parce que là on a fait c'est le monde des bisounours. Oui. Moi il y a plusieurs points qui m'ont dérangé. Les sources. Alors les sources, typiquement je les ai regardées, les sources de ChatGPT. Les sites ChatGPT dans Bing. Dans Bing, non mais du coup voilà. Alors il y a une ou deux sources intéressantes, il en met toujours 3-4, mais il y en a certaines sur lesquelles il base sa réponse. Clairement, je les aurais vues dans la liste des réponses d'un Bing, je ne cliquais pas. Parce que quand je vois certaines sources que tu m'as montrées pour des recherches, où une des 3 sources, c'est, je vais parodier l'adresse l'URL, mais c'est je suis le meilleur du monde.com et ça sert de base de réponse à ChatGPT, on sait que c'est le genre d'URL, on n'y clique même pas parce qu'il y a 9 chances sur 10, ça soit plein de virus. Donc déjà, ça va vers un autre point qu'on a remarqué aujourd'hui. On voit plein de gens mettre des mèmes où ils se moquent de ChatGPT parce qu'ils ont trouvé comment le planter. Si on donne l'astuce à tout le monde du jour, tromper ChatGPT, c'est simple. Il suffit de lui donner 2 postulats faux en lui demandant de les comparer. Vu que ChatGPT, laisse-moi terminer ma critique. Il va partir du principe que l'humain ne ment jamais. Et il n'accorde pas de poids à la réponse. On le sait, ils vont travailler dessus. Le modèle est pas parfait. Ils prennent du risque pour prendre de l'avance. Donc forcément, on a ce genre d'erreur. Normalement, ça sera pas le modèle de demain. Et tout ce qu'on est en train de lever comme incohérence. Et d'ailleurs, ils ont montré que plus on avait de conversations avec lui, comme il gardait l'historique, etc., plus on avait tendance à pouvoir le faire dévier. Et Microsoft vient d'annoncer que potentiellement, il limiterait le nombre d'interactions sur une même conversation que tu peux avoir. Pour éviter de dévier. Voilà, ils amènent un paramètre supplémentaire. Moi, j'ai un panneau de paramètres. Tu parlais d'éthique tout à l'heure. On pourrait, je pense, en parler pendant des heures. Mais moi, il y a un sujet. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux qu'un chatbot ne parle pas du principe que les humains disent toujours la vérité. Nous, en tant qu'êtres humains, on sait qu'il y a des sources d'informations plus crédibles que d'autres. Cette grille, elle est informelle. Ce qui reste subjectif. Non, mais elle est subjective et informelle. Oui. Mais bon, un site qui s'appelle quand j'ai le choix entre un vrai site sérieux, reconnu sérieux, et je le cite, je suis le roi du monde.com, moi je fais la différence entre potentiellement il y en a un qui me dit des bêtises. Sauf que demain, si on veut que ça soit plus un humain qui fasse ce tri et que ça soit pas juste jugé au trafic, à la vitesse, etc.,
va se poser la question de jauger le poids de la qualité de la réponse. N'oublie pas qu'a priori, il y a quand même un mécanisme un peu d'amélioration. Il y a des petits, on peut valider la réponse avec des pouces levés, etc. Il te demande ce que tu en penses. Potentiellement, il va améliorer au regard des réponses. Moi, j'ai un commentaire inverse, Romain. C'est qu'aujourd'hui, on cite beaucoup le fait que notamment Facebook, etc., nous montre ce que on a envie de voir. Donc, on tombe dans de l'entre-soi, hein, t'es là, plus tu vois des vidéos de chat, plus on t'en propose, et finalement tes requêtes aujourd'hui elles tournent autour de ce que tu as envie de voir. Je trouve que le côté modèle plutôt justement précis, qui s'abstrait de tout ce côté de on veut te servir parce que ça te plaît, non, on veut t'amener la bonne réponse à ta question, peu importe si ça te plaît ou pas. Mais justement, intéressant. Juger la bonne réponse, on est dans l'ère de la fake news. Donc aujourd'hui, attention, comment un chatbot est capable d'estimer une fake news? Et donc mais là, c'est le même problème d'un moteur de recherche, finalement. Oui, bien sûr. Pour moi, comment dire? Là, on est dans une ère, en tout cas, c'est ce qui est intéressant. Satya Nadella dit bien, c'est une nouvelle course en fait, et t'en as pas tant que ça de nouvelles courses. C'est disruptif dans le monde du moteur de recherche. Pour moi, c'est juste, il faut être plus rigoureux avec ceux qui vont s'en servir et dire qu'en fait, ça c'est pas vrai. Il faut garder un esprit critique. Ouais, c'est ça. Et pour moi, c'est un peu le même. Je me rappelle à l'époque quand j'ai connu Wikipédia à l'école et tout. Et ben, les profs ils disaient attention, Wikipédia, il y a beaucoup de mensonges, la hantise. Allez à la bibliothèque, il y a que la bibliothèque de vrai. Ce qu'il y a sur Wikipédia. Mais quand t'apprends à utiliser cet outil quand tu apprends à utiliser ces sources-là comme un outil et que du coup tu gardes un esprit critique en disant une bonne pratique dans la recherche, c'est de recroiser ces sources, croiser plusieurs sources, etc. Moi, ça. Je pense que l'exemple de Wikipédia est le bon. Ça a vraiment révolutionné la recherche, la connaissance, etc. Ça a fait peur à tout le monde. On a besoin. Ils ont monté toute la partie modération, etc. en interne, qui est toujours challengeable. Aujourd'hui, il y a encore des débats sur Wikipédia. Par contre, c'est un peu la même logique, comme tu dis. Ça fait peur, mais ça fait peur parce que c'est disruptif, c'est nouveau et que ça arrive très vite. C'est impressionnant. On en est plus tous satisfaits. C'est pour ça qu'il y a tant de débats d'ailleurs. On va faire 24 heures dessus, qu'on aura encore des choses à dire. Donc, par rapport à la question révolution du search. Oui, bien sûr. Il y a quelque chose de assez costaud. On est au début. Donc, plein de choses à venir. On arrive, je vois. Juste une dernière question, moi, pour ça. Si, imaginons, moi, j'ai envie de m'inscrire pour partager, pour accéder à ça, comment ça se passe? En fait, il faut que tu participes à la liste d'attente. Donc c'est une liste d'attente. Une liste d'attente, mais tu peux sortir plus rapidement la liste d'attente si tu installes Edge, si tu mets Bing en navigateur par défaut et si tu installes Bing sur ton smartphone. Alors oui, très fort. Et moi, je suis tombé dedans. Ils te disent, tiens, scannez ce QR code pour pouvoir accéder plus rapidement. Et du coup, j'ai Bing maintenant installé sur mon smartphone. Mais du coup, en semaine, je suis sorti de la liste. Par contre, je pense qu'un des critères, c'est avoir des lunettes parce que entre Kevin et moi, on a tous les deux fait la demande. Et moi, on a le même prénom, mais moi, j'ai pas eu accès. Mais j'ai fait une semaine pour sortir la liste d'attente. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Google s'est réveillé. En tout cas, ils se retrouvent dans une situation où ils ont d'autres challengers là-dessus. Donc, ils ont fait une conférence qui est pas très bien passée. Ça veut dire qu'ils ont rien sous le coude. On sait qu'il y a des choses qui arrivent, mais ça va les bousculer un peu dans leur principe. Ils sont sur leur garde. C'est ça qui est intéressant. Et moi, je trouve que c'est vachement bien d'avoir des concurrents parce que quand tu as une situation de monopole, ça ralentit l'innovation. Et là, mais tu fais bien de poser la question parce que du coup, le modèle est très fort. En effet, c'est que pour tester la préversion, tu installes Bing. Parce et là, tu as plein de personnes en ce moment qui sont en train de faire en navigateur par défaut Bing Search pour tester la version. Donc, j'aimerais bien voir les chiffres de Microsoft suite à l'annonce en termes d'adoption, mais ça va être intéressant à suivre. On va clôturer l'émission parce qu'à un moment, il faut savoir s'arrêter. C'est important. Donc, je crois qu'on a 3 oui sur le côté révolution si on devait un peu conclure. Alors, j'espère que ça vous a plu sur cette première édition. La deuxième est en préparation. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre, à liker, à partager, à faire venir du monde. Il faut que ce soit une grande fête. On vise aussi le live très prochainement. On espère qu'il y aura une version Twitch qui va arriver dans la foulée. Donc voilà, vos retours seront les bienvenus. C'était Les Têtes dans le Cloud, premier épisode, et on vous dit à très bientôt. Merci à tous.